Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui rend les gens ordinaires extraordinaires. La semaine, je prête ma plume aux entrepreneurs pour les aider à communiquer sur le web. Et le dimanche, je mets en lumière des personnalités inspirantes qui nous entourent. Mais pas celles que vous voyez à la télé, non, celles de la vraie vie. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des profils de tout âge et de tout horizon. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé le cours de leur vie, des événements desquels ils ont dû se relever et surtout, les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Votre fleuriste a peut-être un parcours inspirant qui pourrait changer votre vision de la vie, mais sans lui parler, vous ne le saurez jamais. Vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est de reconnecter les gens entre eux en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Spotify et Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Merci d'avance et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut Jackie, comment vas-tu ? Salut Emeline, ça va très bien, merci de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Jackie Goupil. En quelques mots, ça va être compliqué. J'écris des livres, j'écris des bandes dessinées, j'écris des livres pour enfants, j'écris des pièces de théâtre, je joue un peu au théâtre. Ça j'ai fait quelques mots. Oui, c'est un parcours très complet, comme vous allez le voir. Donc, d'auteur de BD à comédien, vous découvrirez au fil du podcast qui cumule de multiples casquettes et de multiples passions, mais surtout de nombreuses anecdotes, avec notamment des célébrités que vous connaissez tous, mais ça, il nous le racontera plus tard. Pour commencer à comprendre un peu plus qui tu es, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, quel genre d'enfant tu étais, où tu as grandi, etc. Alors, j'ai eu une enfance qui a démarré moyennement parce que j'ai été abandonné par mon père le jour de la naissance. Donc j'ai été élevé par ma mère pendant 8-10 ans à peu près, toute seule. Et puis après elle a rencontré un autre homme qui est vraiment devenu mon père adoptif et vraiment mon père de cœur qui s'est super bien occupé de moi. Donc voilà, mon enfance qui a démarré mal les premiers jours est devenue super après. Peut-être que j'ai un peu souffert quand j'étais tout petit, je me souviens pas. Mais j'étais, à partir du moment où cet homme est rentré dans la vie de ma mère, ma mère disait d'ailleurs que c'était moi qui un jour lui avais dit pourquoi, il s'appelait Robert, pourquoi tu te maries pas avec Robert, comme ça j'aurais un papa, quoi. Voilà. Parce que déjà je pense qu'avant de vivre avec ma mère, il était déjà super sympa avec moi, je suppose, voilà. Et puis c'était vraiment un monsieur super. Donc j'ai eu une enfance plutôt cool. J'étais un élève très indiscipliné, j'aimais pas trop l'école. J'étais, je vais pas dire brillant, mais j'étais plutôt bon, c'est-à-dire que sans rien faire, je m'en sortais très bien. Donc, c'est le genre de personne qu'on déteste à l'école. Voilà, l'opposé de ma sœur d'ailleurs, qui est elle plutôt bûcheuse, qui passait des week-ends entiers à réviser pour essayer d'obtenir la moyenne, alors que moi, sans rien faire, j'avais des bonnes notes. Voilà, c'est effectivement ces trucs qui énervent ceux qui travaillent beaucoup. Donc, j'étais pas tellement amateur d'école. J'ai beaucoup séché les cours. Je crois qu'à partir de... J'ai arrêté l'école à 16 ans, oui. Le jour de mes 16 ans, j'ai commencé à travailler. En fin de troisième, j'ai été tellement indiscipliné que... Ça, c'est une anecdote qui est rigolote. J'ai été renvoyé de l'école, mais renvoyé de toutes les écoles. C'est-à-dire qu'arrivé au moment de... T'étais radié à vie de la France, quoi. J'ai été radié à vie. Non, mais c'est vraiment ça. C'est que, en fait, ma mère, après, a essayé de me retrouver une école, et aucune école ne voulait de moi. Et je me suis retrouvé le jour de la rentrée où j'avais pas d'école, parce qu'il y avait aucune école qui voulait me prendre, parce que j'avais, je suppose, dans mon dossier des histoires d'insurrection. Tu te doutes que je vais te demander ce que tu as fait pour avoir une telle punition. Je crois que c'était de la pure indiscipline, de l'insolence, de la révolte par rapport au système scolaire, quoi. Donc du coup... je crois que c'est pour ça que je me souviens plus vraiment exactement. Je me souviens, ça c'est une autre anecdote. Mai 68, donc j'avais 13 ans, donc j'étais encore très jeune, donc j'étais pas du tout concerné par le mouvement de mai 68, mais je me souviens. Est-ce que tu peux en quelques phrases nous rappeler parce qu'il y a des jeunes auditeurs. Mai 68, c'était la révolte étudiante, donc c'était plutôt les 18-25 ans, la révolte étudiante qui est descendue dans la rue et puis qui a tout bloqué le pays pendant tout le mois de mai, qui a mis la ville de Paris et même toutes les grandes villes de province un peu à feu et à sang pour faire valoir leurs droits, quoi. Et donc moi en mai 68, j'avais 13 ans. Et j'étais pas tellement concerné par l'aspect politique de la chose. Tu voulais juste casser des trucs, quoi. Et voilà, exactement. Et je me souviens parfaitement d'une descente dans le collège
où on était une bande de, je sais pas, 200, 300, qui parcourions tous les couloirs, etc. Et à un moment donné, il y avait une porte, j'ai filé un coup de pied dans la porte, et mon pied est passé au travers. Après, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que de toute façon, je savais même pas pourquoi les gens se battaient, quoi. Bon, T'as écouté la petite voix dans ta tête, quoi. Ouais, voilà. Et donc, voilà, à la fin de troisième, j'avais plus d'école. Et ma mère, ne sachant que faire de moi, parce qu'elle travaillait, elle est allée au ministère de l'Éducation nationale. Et puis, elle m'a amené, donc la secrétaire a dit oui, vous voulez quoi, etc. Elle a dit, écoutez, c'est simple, moi je travaille, je peux pas emmener mon fils à mon travail. Mon fils, il a que 13 ans, ou 14 ans, je vais voir. Il peut pas rester tout seul à la maison, il est obligé d'aller à l'école, donc je vous l'amène, je viens le reprendre ce soir. Et puis elle est partie. Et donc, du coup, ils m'ont trouvé une école dans la journée. Ah oui, là, donc la dame du ministère... ils se sont dit que, oui, sa revendication était juste. Donc, voilà. Donc, du coup, ils ont fait... Je ne me souviens plus vraiment. Alors que fais ça à l'époque, tu passes même pas le portique voilà. en bas du bâtiment, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était anecdote rigolote. Et là, je me suis trouvé dans une classe, donc après la troisième, qui n'était pas vraiment une seconde, enfin bon bref, une classe pour faire de la comptabilité, ce qui est absolument à l'opposé de tout ce qui peut m'intéresser. Et au bout de 3 mois, je me suis fait virer. Voilà, parce que j'ai été insolent avec le professeur de comptabilité, ce qui est quand même... Donc je me suis fait virer du cours de compta dans une école où tu es censé apprendre la compta, donc c'est un petit peu... Voilà. Et j'ai passé les derniers mois de l'école, je crois que j'ai caché à mes parents, à traîner dans les rues. Voilà, j'habitais à Suresnes et j'allais beaucoup traîner avec d'autres gens du côté du Mont Valérien, qui est un endroit où qui est assez sympa. Et puis voilà. Et puis quand est arrivée la fin de l'année scolaire, ma mère a dit écoute, la seule solution c'est que tu travailles, quoi. Voilà. Et à cette époque-là, c'était facile de trouver du travail. Oui, c'est ce que j'allais dire à l'époque, parce que mon papa a le même âge que toi. Et pareil, c'est... Quand on écoute les anecdotes de ces gens-là, ils ont très souvent commencé à travailler à 16 ans, en fait. Ouais. Ça avait l'air assez commun. Et puis c'était facile. Moi, j'ai passé des entretiens, je me souviens plus trop quoi. Traverser la rue et trouver un job, mais comme exactement. Moi, je me souviens par exemple de ma mère. Donc, quand elle en avait marre d'un patron, elle se barrait. Et puis le lendemain, elle regardait le journal, elle disait alors où est-ce que je travaille demain, quoi. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à travailler dans une banque qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelle la BFCE. Et j'étais coursier. Et voilà, j'ai passé 2-3 ans de coursier, avec une vie plutôt... C'était une très très grande banque, hein, il y avait 1500 employés, donc toi, c'était vraiment un siège social très important. Ce qui fait que je pouvais me balader dans les couloirs pendant des heures. Si j'étais absent, on s'inquiétait pas, parce qu'on se disait que je distribuais des plis à droite à gauche, etc. J'avais même pris c'était du côté de l'Opéra à Paris. Donc il y a plein de cinémas, donc avec un autre copain qui était aussi coursier, on allait au cinéma la journée, on revenait 2 heures plus tard, et personne nous disait mais où vous étiez passé, voilà, donc c'était plutôt une belle vie. Et puis après j'ai fait l'armée, j'avais devancé l'appel, donc j'ai fait l'armée assez tôt, mais j'ai fait que 4 mois, je me suis fait réformer. Et puis en revenant de ça, là j'ai plus du tout eu envie de continuer dans la banque et j'avais envie d'aller m'installer dans l'Aude, où j'ai habité pendant 10 ans, pour vivre en communauté. Voilà, j'étais parti en vacances, en revenant de l'armée, je suis parti en vacances avec 2 copains, et on s'était retrouvés dans une communauté de gens qui vivaient dans une cabane en plastique au fin fond de la campagne, sans eau, sans électricité, sans gaz, sans rien du tout, quoi. Et j'avais trouvé ça super. Et oui, donc, parce que ça, du coup, c'était dans les années 70. Ça devait être en 73. Ouais. 73, ouais, donc on est en plein dedans, quoi. Voilà, c'était ça, c'était en 73. Ouais, c'était l'époque Baba Cool. Ça nous paraît fou, mais à l'époque, c'était la tendance du moment, quoi. Oui. Moi, dans le coin où j'étais du côté de Limoux, la capitale blanquette de Limoux. Et je sais pas, il y avait peut-être au moins 1 millier de jeunes dans diverses communautés qui habitaient ça, quoi. Et alors moi, j'avais la chance parce que pendant tout le temps où j'ai travaillé, ma mère me
ponctionnais une grosse partie de mon salaire en me disant c'est pour payer les frais de la maison, etc., du fait que tu vives à la maison. Ouais. Donc je trouvais ça normal. Voilà. Oui, une participation. Participation. Aux courses, tout ça, quoi. Sauf qu'en fait, en réalité, elle avait mis cet argent de côté pour moi. Ah. Et ce qui fait que le jour où je lui ai dit, bon bah voilà, je vais partir, je vais aller m'installer dans l'Aude, etc., eh ben, j'avais un livret d'épargne, genre un truc de l'écureuil, quoi, sur lequel il y avait 50 000 francs. Bon, aujourd'hui, ça fait quelques, je sais pas, ça fait 8-9 000 euros, ce qui paraît pas une somme énorme, mais 50 000 francs en 1974, c'était une grosse somme. Et d'ailleurs, j'ai acheté une vieille maison qui était toute pourrie, tout était à refaire, sur laquelle il y avait 1,5 hectare de terrain et que j'ai payé 12 000 francs. Voilà. Hein, ça fait rêver parce que je pense qu'aujourd'hui on a un placard dans un appartement. Et encore mais voilà. en location. Et en location. Voilà. Donc moi j'ai acheté cette maison, je suis allé dans l'autre, j'ai acheté cette maison et où il y avait vraiment tout à faire, hein, toiture, tout, les planchers, etc. Mais enfin c'était quand même un bâtiment. Et au milieu d'1,5 hectare de terrain, en pleine forêt, c'était le rêve, quoi, le rêve, pour 12 000 francs. Donc voilà, donc avec des copains, on a retapé la maison, et puis j'y ai vécu, et après j'ai vécu dans d'autres endroits dans l'Aude, voilà, comme ça. Donc toi, tu as grandi dans les années 60-70, comme on disait, période de grande liberté, d'évolution et surtout de révolution, notamment avec mai 68. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ressemblait le quotidien d'un jeune dans ces années-là, dans cette effervescence-là? J'ai pas une nostalgie de dire c'était mieux avant. Je trouve qu'aujourd'hui il y a des trucs super. Moi j'ai beaucoup de souvenirs, surtout avec deux de mes cousins, enfin un cousin et une cousine avec qui habitaient pas très loin de nous où on habitait, et on se voyait beaucoup. Et c'était des jeux dehors, c'était du vélo, c'était des fractures parce qu'on tombait, etc. Mais c'est vraiment plein de bons souvenirs comme ça, beaucoup de jeux de société, enfin beaucoup de choses qui effectivement aujourd'hui peut-être que les jeunes font moins. Bon, est-ce que c'est dommage? Je sais pas, c'est autre chose, quoi. Voilà, c'est autre chose. Et du coup, adolescent, parce que tu nous disais que tu te promenais beaucoup, on va dire. Ouais. Et du coup, tu faisais quoi? T'allais au cinéma? Alors j'allais pas mal au cinéma, je suis allé aussi pas mal à des concerts aussi à cette époque-là. J'avais rencontré un gars qui était... en fait, j'ai eu une éducation musicale qui est passée par ma mère, Edith Piaf et tous les grands classiques, etc. Edith Piaf que j'adore toujours d'ailleurs. Et puis après, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont fait découvrir autre chose. C'était un moment où il y avait une évolution de musique. Ouais. Depuis peut-être justement 65, un truc comme ça, quoi. Donc j'ai commencé à découvrir d'autres choses. Et là, et après j'ai rencontré un gars qui allait beaucoup à des concerts et qui m'a fait découvrir tout un autre genre de musique, qu'on appelle la West Coast, la musique de côte ouest américaine, des Neil Young, Crosby, Stills Young, Hot Tuna, Jefferson Airplane, etc. Et des trucs dont je suis tombé dingue, que j'ai adoré. Et donc j'ai fait pas mal de concerts comme ça. Et puis à côté de ça, j'ai aussi rencontré quelqu'un d'autre qui m'a fait découvrir toute la musique plutôt rock, Genesis, Pink Floyd, rock ou rock progressif, etc. Voilà. Et donc j'ai fait beaucoup de concerts comme ça, j'ai vu des trucs super, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je faisais d'autre? J'allais un peu voir des spectacles, j'ai eu la chance de voir Coluche à ses tout débuts. Qu'est-ce que j'ai pu faire encore? Je ne sais plus. J'ai voyagé aussi pas mal. Je suis allé un peu aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Espagne, au Canada. Ouais, en fait, quand tu dis que parce que de nos jours, quand on dit que quelqu'un ne va plus à l'école et se promène toute la journée, en général, on va pas se mentir, c'est pour faire des conneries. Ouais, j'en ai fait aussi, hein. Oui, ouais, mais c'est... Tu vas nous raconter ça aussi. La prescription. Mais de ce que tu dis, c'était quand même plus parce que l'école, ça t'intéressait pas, travailler, ça t'intéressait pas. Toi, ce que tu voulais, c'était découvrir... Oui, voilà, c'était en fait... j'étais un peu... à l'école, j'étais un glandeur. J'aurais sans doute pu faire des bonnes études si j'avais aimé ça, mais j'étais un glandeur. Donc, du coup, je préférais être dehors, faire des tours en mobilette. Tu aimais, en fait. Ouais, faire ce que j'aimais, qui était en tout cas sans contrainte. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Donc voilà, quoi. Ouais, je pense si c'est un peu vieux peut-être pour que je me rappelle quel état d'esprit je pouvais avoir, mais
C'était... On fait une introspection en même temps. Oui, voulez-vous que je m'allonge sur le canapé Docteur Emelinette? Donc du coup, parle-nous de tes conneries, Chaki. C'est le moment de te confesser. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes un peu marrantes? Je vais pas te demander de listing de toutes les bêtises que tu as fait. Ouais. Ça serait bien trop long. J'ai souvenir, je sais qu'à une époque, j'ai un peu honte, et je m'en excuse auprès des gens qui ont souffert de mes bêtises. J'ai volé quelques mobylettes pour faire un tour avec, en fait. Je récupérais la mobylette, je faisais un tour pendant 1 heure, puis après je la plaçais dans un autre coin. Donc c'était pas vraiment du vol, ni pour revendre, ni pour je sais pas quoi, c'était juste parce que moi j'avais pas de mobylette et que je trouvais ça amusant, quoi, voilà. Je me souviens que quand même assez gamin, je crois que c'était même encore en primaire, tous les jours en rentrant de l'école, je piquais une pomme sur l'étalage d'un commerçant qui, bien sûr, un jour a dû remarquer, Ouais. et puis il m'a chopé, et puis il m'a enfermé, m'a mis dans la boutique sur une chaise, et puis a attendu que mes parents viennent me récupérer, enfin que ma mère vienne me récupérer. Donc j'étais assez effondré quand même, parce que bon, voilà. Mais niaisement, je croyais qu'en prenant une pomme tous les jours, personne ne le verrait. Donc tu vois, c'était bon. C'est assez mignon. Oui, Je m'attendais à pire. Bon, je me méfie de ce que je vais dire aussi, parce que si jamais mes enfants écoutent... Donc tu nous parlais de l'armée, parce que du coup le service militaire était obligatoire à cette époque-là. 1 an, ouais. Ça s'est passé comment toi du coup? Alors en fait, moi j'ai commencé, je suis parti, j'ai devancé l'appel. Donc c'est-à-dire c'est un système où tu disais que tu voulais partir un peu plus tôt, en gros pour t'en débarrasser, quoi. Et puis je suis arrivé à l'armée et j'ai fait il y a 3 semaines, je crois, qui s'appelle les classes. Ouais. Et après on a une première permission. Et alors déjà, je veux faire une petite parenthèse parce que vraiment, j'ai eu l'occasion à l'armée de rencontrer quelqu'un qui est toujours mon ami 50 ans après. Et donc, rien que pour ça, je regrette pas d'avoir fait l'armée parce que c'est quand même merveilleux, quoi. Et tiens, s'il écoute, je lui dis salut, Babi. Et donc, au bout de 3 semaines, j'ai passé ma permission avec 2 copains avec qui je traînais déjà avant de partir à l'armée. Je travaillais donc à la banque. Et puis qui étaient plus engagés que moi. Moi, j'étais un peu genre, bon, c'est comme ça, c'est l'armée, on l'a fait, quoi. Et puis qu'on passait le week-end, pendant de m'endoctriner, mais en tout cas de me dire, mais non, mais Jackie, tu peux pas faire l'armée, il faut que tu te révoltes, etc., quoi. Et donc, je suis rentré avec l'optique de me dire, je vais me faire réformer. Voilà, et à partir de là, j'ai fait plein de conneries diverses, faux suicides et je ne sais quoi pour me faire réformer. C'était quoi tes motivations derrière tout ça? Enfin, ce rejet, il était dû à quoi? Ouais, je sais pas. En fait, j'ai jamais été très très politique, hein, mais bon, il m'avait dit non, mais c'est pas bien. L'armée, c'était quand même une époque très peace and love, hein, quand même. Et donc, voilà, où, en général, tout le monde était contre l'armée. Moi, j'étais contre aussi, mais je me disais bon, faut la faire, quoi. Alors que là, eux m'ont convaincu. Je sais plus trop comment. Oui, c'était lié à la période un peu anti-guerre, anti-militaire, anti-tout. On a dû passer une soirée dans un bar à discuter et puis où ils m'ont convaincu que j'allais quand même pas sacrifier 1 an de ma vie pour apprendre à être militaire, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des trucs complètement aberrants. Par exemple, je me souviens, même si j'ai fait que 4 mois d'armée, je me souviens, on avait des gardes de nuit où on gardait un entrepôt vide, voilà. Il fallait rester toute la nuit, donc tu restais 4 heures ou 5 heures, puis après tu étais relayé par un autre, tu avais un fusil que tu n'avais pas le droit de poser, que tu portais comme ça à la main, et ça pour garder un truc vide, parce que c'est comme ça, quoi, tu vois, c'est complètement aberrant. Je me souviens aussi, il y avait un truc qui m'avait frappé, c'est que ils faisaient des exercices, moi j'étais à Ourtin, donc dans la marine, et c'était une très très grande caserne, et il y avait des exercices comme ça de fausse guerre, où on se tire à blanc dessus, ou je sais pas quoi, voilà. Donc bon. Et puis, comme c'était une très grande caserne, il se trouve que dans cette caserne, il y avait quelqu'un avec qui je travaillais à Paris. Voilà, je le connaissais de loin, mais on se connaissait, un mec de mon âge. Et un jour, exercice militaire de fausse guerre, et donc il m'appelle. Et donc ce mec-là que je connaissais au quotidien, et on se tutoyait, machin, etc., ce mec-là me dit, soldat Goupil, vous êtes attendu à l'entrepôt, je sais pas quoi, vous êtes chargeur au fusil mitrailleur.
Et alors déjà, chargeur visio mitrailleur, je me disais, mais je peux pas être chargeur visio mitrailleur, je voyais pas. Et d'entendre ce mec qui avait mon âge, qui était un copain ou une connaissance, qui m'appelait soldat goupil et qui me voyait, je me suis dit, mais vraiment, l'armée, ça rend con quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, ça fait ces petits déclics comme ça, de plein de petites choses comme ça qui ont fait que voilà, pas ton élément. Non, j'étais pas dans mon élément. Non, j'étais pas. J'étais résigné. Pourtant, j'étais avec cet ami Babi là, qui était vraiment super sympa. Qui lui, par contre, lui était sursitaire. Donc moi, je devançais la pêche. J'avais 18 ans au lieu des 20 auxquels on fait l'armée, et lui, il avait 25 ou 26 ans. Et donc on avait une grande différence d'âge, mais il s'est lié une amitié tout de suite, qui dure toujours 50 ans plus tard, donc c'est bien. Et donc j'étais pas mal avec lui. Il aurait pu me dire, bon bah après tout, je fais mes 12 mois, et puis voilà quoi. Mais bon, non. Alors si on revient sur le côté pro, tu as témoigné très tôt d'un vif intérêt pour la BD, comme tu me disais, avec un premier fanzine que tu as fait en 71, donc quand tu as 16 ans. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts et expliquer surtout aux plus jeunes qui nous écoutent ce qu'est un fanzine ? En fait, un fanzine ou un fanzine, c'est un petit magazine amateur qui se consacre à un sujet dont tu es fan. Okay. Voilà. Il y avait des fanzines consacrés au rock, il y avait des fanzines, je suppose qu'il y a des fanzines consacrés à plein de sujets. Moi, j'étais fan de BD. Et donc, je lisais beaucoup de BD, notamment je lisais le journal de Spirou, toutes les semaines, dans lequel il y avait une page de petites annonces. Et puis un jour, j'ai vu une annonce d'un gars qui disait « Je cherche des gens pour faire un fanzine, etc. » Donc on s'est rencontrés. Et puis voilà, leur idée c'était de faire un petit magazine amateur dans lequel on aurait parlé de bande dessinée, tout ça. Donc alors on se voyait peut-être toutes les semaines, je sais pas quoi, chez le mec et tout. Et puis on discutait. Et moi j'ai un défaut qui est peut-être une qualité, mais qui est aussi un défaut, c'est que je suis assez impatient. Et quand les choses doivent se faire, il faut qu'elles se fassent. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre qu'on parle. Et je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter et je vais me faire mon truc tout seul. Parce que sinon, on est parti pendant 3 ans à discuter de ce qu'on va faire, on va rien faire. Voilà. Et j'ai fait mon premier fanzine sans rien y connaître, ni à l'impression, ni rien du tout. J'ai fait d'ailleurs des erreurs monumentales. Je ne sais pas si tu as vu, peut-être dans le truc de mon bouquin, je parle de Jean Giraud par exemple, son dessin sur lequel j'ai collé du lettracette. Enfin, c'est un truc qui aujourd'hui vaudrait, je sais pas, 10 000 euros, quoi, tu vois. Et puis il m'avait fait ça et moi je l'ai complètement saccagé. Mais j'y connaissais rien, en impression, je connaissais pas les différents procédés d'impression, etc. Mais bon, voilà, je me suis lancé dans ça et puis bien sûr c'est une activité non rentable, hein, le fanzine. Hein, voilà. Aujourd'hui, pour le plaisir, quoi. Aujourd'hui, on fera un blog, on fera une page Facebook, un groupe, etc. Quoi, et un podcast. Voilà. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas tous ces moyens-là. Donc, tu avais ta machine à écrire. Ma mère avait récupéré à son travail une machine à écrire que je me souviens d'avoir ramenée de son boulot sur les Champs-Élysées jusqu'à chez nous à Suresnes, un machin qui pesait, je sais pas, 15 ou 20 kilos, c'était une d'horreur. Ah oui, c'était pas du coup les petites, ah non, c'était les anciennes, les gros blocs. C'était un énorme machin, oui. Mais électrique, alors donc, mais j'ai écrit des milliers de pages quoi, sur cette machine, parce que, bah voilà, et puis bah, j'ai appris comme ça. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire un premier fanzine sur la BD, et puis petit à petit, j'ai fait d'autres choses, d'autres fanzines sur d'autres sujets, des petits recueils de poèmes, des trucs de science-fiction, etc. Enfin, tous les sujets qui m'intéressaient. Et c'est un défaut, c'est une manie que j'ai encore aujourd'hui. Quand j'aime bien quelque chose, j'ai toujours envie de le transformer en livre, voilà, okay. en objet imprimé, quoi. C'est souvent, j'ai des idées et je me dis, oh tiens, je vais en faire un petit truc. Même par exemple pour le théâtre, j'ai fait des livres avec nos premières photos, par exemple, etc. Pour avoir un objet. Et t'as de gens qui se contenteraient d'avoir leurs photos. Moi, j'ai fait un truc, j'ai fait une maquette, etc. Pour la matière, le livre. J'adore le livre, ouais, j'adore. Bon. Oui. Il y en a dans toute la maison. La pièce est remplie de livres. Voilà. Et il y en a dans toute la maison, dans toutes les pièces, les toilettes, partout, etc. Il y a des livres, quoi, voilà, parce que j'adore les livres et que depuis mon enfance, je garde tous mes livres. Voilà, j'ai encore des BD que je lisais quand j'étais enfant, quoi. Ils sont un état piteux, mais c'est mon patapouf en bol de vie. Mais même pour la transmission, tu vois, moi, les BD que j'ai, c'était les BD que mon oncle avait, qu'il a ensuite passé à ma maman. Et les Tintins, bah, comme tu dis, ils sont en piteux état pour certains. Donc c'est là que tu vois leurs préférés, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus abîmés que d'autres.
Mais c'est trop bien pour la transmission, je trouve. C'est bien. Moi, il y a des livres comme ça que... Parce que mes parents, par contre, c'était marrant. Ils étaient plutôt cool, hein, mais ils avaient une éducation un peu à l'ancienne. Et ils supportaient pas qu'il y ait des livres dans ma chambre. Pourquoi? J'en sais rien. D'ailleurs, c'est souvent, je me dis que peut-être qu'il y a il y a une explication pourquoi il y a des livres partout dans la maison. C'est parce que Par moi... esprit de contradiction. Mais dans mon enfance... ma mère disait ok, t'as des livres, parce que j'en achetais beaucoup. Il y avait un marché juste à côté de la maison où je pouvais aller 2 fois par semaine acheter des livres d'occasion. Donc j'en achetais beaucoup. Les livres, fallait qu'ils soient enfermés dans mon armoire. Donc c'était rigolo parce que je me souviens même d'ailleurs très bien de comment était cette armoire, où petit à petit les vêtements se sont trouvés entassés sur la dernière étage pour glisser le plus possible à mes livres, parce que quand j'avais un livre, j'arrivais pas à m'en séparer, quoi. Ah ouais. Et donc du coup, il y a plein de livres d'enfance. Justement, j'ai un souvenir d'un livre qui est vraiment un livre pour enfants que j'aimerais bien retrouver, une histoire d'un petit garçon ours avec son papa. Il traverse un pont, puis il raconte des mensonges. Et au fur et à mesure qu'il est sur le pont, il commence à avoir peur parce que son père lui dit je sais pas quoi. Il se rend compte, enfin il est face à ses mensonges, quoi. Et j'aimerais retrouver ce On peut livre. faire un appel Si quelqu'un connaît cette histoire, c'était dans les petits livres ou carrés. envoyer un là, message peut-être avec le nom du livre et comme ça. Ouais, mais j'ai pas le nom de livre. S'il y avait dans le livre, je suis sûr que je le Non, retrouve. mais si les personnes reconnaissent. Ouais. Donc voilà, donc il y a ces livres-là, mes livres d'enfance, par contre, je crois que ma mère a dû les bazarder. Mais les BD, j'ai gardé. Je te dis, mon patapouf en bol de vie. Et ça, c'est un truc que j'ai lu 1000 fois, quoi. Et mon premier Tintin, Tintin au Tibet, que j'ai lu aussi, je sais pas combien de fois, et qui était le premier Tintin que j'ai eu. Et donc voilà, en tout cas, voilà, ma passion là, pour la BD m'a amené à faire ces petits fanzines. Et puis depuis, et alors ce qui est rigolo, c'est qu'après, quand ma mère a vu que je faisais ça et que c'est devenu un métier, ma mère a ressorti, quand il y avait des invités, je faisais des petits livres avec le menu. Donc tu vois, il devait y avoir un truc dans moi qui fait que j'aimais bien déjà les livres, parce qu'enfant, je faisais des petits machins, un petit cahier accroché avec un fil, etc. Et sur chaque page, j'écrivais ce qu'on mangeait, etc. Quoi, tu vois, donc il y a un truc, quoi. T'étais fait pour ça, quoi. Ouais, il y a un truc, ouais. C'est rigolo, hein. Parce que là, du coup, tu es éditeur de BD depuis tout ce temps. Comment tu as fait la passerelle entre le côté tu fais ça par passion et ça te rapporte rien, et le transformer en métier? Alors en fait, tant que je réfléchisse, donc j'ai fait pendant des années ça, le fanzine de BD, j'ai fait des livres science-fiction, poésie, je faisais des revues un peu loufoques, machin, etc. Et puis, il y a eu un moment donné où ça devait être en 81, 82, où j'ai eu envie de faire un truc un peu plus pro, et je me suis dit, il existait en science-fiction un truc qui s'appelait l'année de la science-fiction, qui recensait tout ce qui s'était passé dans l'année, et je me suis dit, je vais faire pareil pour la BD. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce projet, demander à des gens de collaborer, etc., parce que je ne pouvais pas faire tout entièrement, récupérer des dessins, des articles, etc. Bon, pour l'anecdote, il y a quelqu'un qui a eu la même idée, et donc qui a fait le même truc, etc. Donc moi, je l'ai appelé bande dessinée 81-82. Donc ça devait être en 80, puisque ça couvrait l'année 81-82. Et voilà, donc j'ai lancé une première maison d'édition. Et après, j'ai eu une autre idée, c'était de faire un bouquin qui présenterait le meilleur d'un auteur. Okay. Et comme je suis toujours fan de Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe. Et non pas Franklin. Non, pas Franklin. Et je me suis dit, je vais faire j'appelais ça le livre d'or, un livre d'or Franquin. Donc j'ai fait un livre d'or Franquin, j'ai obtenu des droits absolument incroyables, parce que les maisons d'édition, finalement me cédaient les droits assez facilement pour des prix assez abordables, parce qu'ils voyaient un petit truc comme ça fait dans un coin. Et alors je sais pas si on entend les bruits de tousse sur la radio, c'est mon chien qui tousse, il a dû avaler quelque chose, voilà. J'ai fait ce livre d'or Franquin, où dedans il y avait les meilleures pages de Gaston, les meilleures pages des Idées Noires, les meilleures pages de Modeste et Pompon, les meilleures pages de Spirou, c'était une histoire qui s'appelle Bravo les Brothers, etc. Ça a fait un petit bouquin de 100 pages, où j'ai investi sur de la couleur, ce qui était la première fois que je faisais imprimer en couleur, un album carte D, enfin un bel album, quoi, et qui a été un succès énorme.
énorme, qui a vraiment marché. Donc, qui m'a rapporté beaucoup d'argent à ma petite entreprise et qui m'a permis de me lancer sur quelque chose d'un peu plus professionnel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des copains que j'ai fait travailler, que j'ai payés, etc. quoi. Et après, on a fait un troisième bouquin qui s'appelle Baston la baffe, qui était une parodie de Gaston. Ça, c'est pas une idée à moi, c'est quelqu'un c'était un gars, et puis avec deux personnes qui sont maintenant devenues assez connues dans la bande dessinée. Yann, qui est un scénariste qui a publié des dizaines, des centaines d'albums à succès, et Conrad, qui est l'actuel dessinateur d'Astérix. Ok. Donc c'était des bons, et qui avait eu cette idée-là de faire une parodie de Gaston, et il connaissait Franquin, il lui avait demandé son accord, machin, etc. Et donc c'est un album qui regroupait 40-45 pages de 40-45 dessinateurs qui chacun faisait une version de leur Gaston sous le nom de Baston la baffe. Ok. Donc un personnage un petit peu loupard, quoi. Et ça a été un succès, mais gigantesque. Donc c'était vraiment super, ça m'a vraiment aidé. Et puis à partir Ça de t'a là, propulsé aussi, du coup. voilà, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert les portes d'un diffuseur, par exemple, parce qu'avant on diffusait tout nous-mêmes, donc c'était compliqué. Là, il y a bien sûr des gens qui sont venus frapper à la porte en disant qu'ils étaient intéressés pour vendre nos livres. Ça nous a donné de la trésorerie pour financer d'autres livres qui n'ont pas gagné d'argent, donc tout l'argent a été perdu, voilà. Et puis après, il y a eu mon diffuseur qui a déposé le bilan et qui n'a pas payé tout ce qu'il me devait. Et donc je me suis retrouvé en faillite. Ah mince, à voilà. cause de lui, du coup. C'est lui qui a fait que je suis passé après travailler aux éditions Vent d'Ouest, où Ok. j'ai été dès la création. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé donc ruiné. On m'a pris ma maison, tout. Enfin, Ah oui, ça a la été vache. le total, quoi, tu vois. Là, j'ai saisi de la maison. Là, j'avais je sais plus combien de dettes, ce qui était une somme énorme par rapport à mon chiffre d'affaires. Et Ouais, donc il a causé ta perte. ah oui, littéralement, complètement. quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'un jour, il m'a dit, bon, bah voilà, je te signale, je suis en dépôt de bilan, je peux plus te payer. Voilà. Et comme dans ces métiers, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, tu vends quelque chose et t'es payé 90 jours ou 120 Ouais. jours après. Voilà. Et donc, quand tu as 90 jours ou 120 jours de factures qui d'un seul coup ne sont plus payées, bah, dans une petite Ouais. entreprise comme moi, t'es mort, quoi. Voilà. Une grosse, tu peux aller voir un banquier et puis il va t'aider. Moi, j'étais mort, quoi. Donc, j'ai commencé à chercher à revendre à d'autres gens des livres que j'avais en préparation, revendre ce que j'avais déjà payé pour récupérer des sous, pour essayer de D'accord. payer les dettes. Et puis, je ne sais plus trop comment je suis arrivé en contact avec quelqu'un qui était en train de créer des éditions Vent d'Ouest. Voilà, un monsieur qui s'appelle Maurice Trévinal. Et un monsieur super, vraiment formidable. Et puis, qui m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de travailler dans une petite maison qui se crée, etc. Et donc, bah, je lui ai dit, alors moi j'étais tellement persuadé que j'arrivais à m'en remettre de ma faillite, parce que j'avais déjà fait d'autres faillites avant, où j'avais déjà tout perdu. Pour de, Oui, t'as pour de- testé, voilà. Donc, ça n'a pas forcément marché, donc t'es voilà, rodé, donc quoi. je me suis dit, bon, je vais arriver à m'en remettre, etc. Et donc je lui ai dit, bah oui, ça m'intéresse, ça dépend si c'est bien payé. Et il m'a sorti le salaire. Le salaire était, j'avais jamais imaginé gagner ça un jour de ma vie. Donc je dis, bah oui, on se voit. Et je suis allé le voir et on s'est bien entendu. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler aux éditions Vent d'Ouest, quasiment dès le départ de la création de la maison en Et t'es France. resté combien de temps là-bas, du coup? Après, je suis resté pas mal d'années quand même, parce que dedans, alors j'ai été donc directeur de collection, je publiais des livres d'autres, etc. Et puis après, j'ai commencé à faire des scénarios. Ma première BD, ça a été une BD qui s'appelait L'épée de cristal. J'ai eu de la chance, ça a bien marché tout de suite. C'était dans l'époque Heroic Fantasy. Pour ceux qui connaissent, il y avait eu La quête de l'oiseau du temps, et je crois que c'était la seule dans le genre Ok. qui était sortie, et qui était un gros succès. Et puis donc là, L'épée de cristal, ça a eu un gros succès aussi. Et donc, ça m'a encouragé à faire d'autres bandes dessinées, etc. Et ce qui fait que petit à petit, je sais pas, j'ai travaillé peut-être une dizaine d'années, mais vers les dernières années, j'ai été à mi-temps. Après, je me suis mis à mon compte prestataire de services pour revendre des projets de livres. Et puis après, j'ai arrêté pour ne faire plus que des scénarios. Ok. Voilà. Donc après, t'as continué à faire des BD en autonomie, on va dire. Aujourd'hui, t'as une idée du nombre de BD que t'as fait depuis le début?
Ouais, 100 peut-être, Ouais, une 150. centaine. Ouais, 100, 150, je pense. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner des noms des plus connus, puisque peut-être que les auditeurs Alors, connaissent. la série la plus connue que j'ai faite, c'est une série qui s'appelle Les Guides en BD. Et qui d'ailleurs aussi a très très bien marché, ce qui m'a vraiment aidé à me lancer pour ne faire plus que ça. Il y a Guide du jeune père, Guide de la quarantaine, Guide de la retraite, etc. Et ça traite de tous ces thèmes-là sous forme d'humour. Voilà, c'est comme un guide qui expliquerait comment prendre sa retraite et tout, mais voilà. Et ça, par exemple, le guide de la retraite, je crois que ça en est vendu 500 000, donc Ouais. il y a pas mal de gens qui connaissent, quoi. Voilà. Bah, d'ailleurs, j'ai moi-même eu le privilège d'en avoir un dédicacé pour mes 30 ans, donc je te remercie encore. Et surtout, moi j'ai une anecdote, pour une fois c'est moi. Ah, Donc Romain, de l'épisode 6, que vous avez déjà écouté, et qui connaît aussi Jackie, a découvert par hasard qu'en fait, il connaissait très bien les guides dont tu parles, et qu'il en a déjà offert pas mal à des parents, des oncles, etc. Et donc j'ai une question de sa part à la fin du podcast par rapport à ça, justement. Donc c'est trop marrant, en ah ouais, fait. c'est rigolo, ouais. Mais Il a découvert hier qu'en fait, c'était toi qui étais d'accord. derrière tout ça. Ouais. Mais effectivement, c'est des BD qui s'offrent beaucoup. Ouais. Parce que même encore aujourd'hui, 20 ans ou 30 Oui, ans pour des après, anniversaires, ça des choses continue comme ça. toujours de. Il y a pas tous les titres, hein, parce qu'il y a eu. Après, moi j'ai arrêté, mais il y a eu plein d'autres titres qui ont été faits. Et bon, mais il y a une dizaine de titres qui continuent de se vendre et surtout de s'offrir régulièrement, quoi. Et c'est souvent qu'on me dit: ah bah oui, les guides, ah oui, je connais, etc. Voilà. T'as aussi été photographe de modèle. Ouais. Est-ce que peux nous raconter un petit peu ce pan de ta vie? Comment tu découvres la photo? Comment tu deviens photographe? Alors, le moment où je me suis intéressé à la photo, c'est assez marrant. C'était mon fils aîné, qui donc aujourd'hui a 45 ans, Coco Jérôme, devait avoir, je sais pas, 13, 14 ans, un peu. Cet âge où on ne sait pas trop quoi faire, où on s'ennuie, on manque voilà, on passe des journées un peu à se dire je sais pas quoi faire. Et puis on était chez des copains, et puis en discutant comme ça, est venue, je sais pas comment, l'idée de se dire bah il pourrait s'intéresser à la photo, parce que la photo c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Et puis il y a 1000 façons de faire de la photo, donc c'est formidable. Et donc je me suis dit ah oui c'est pas mal, etc. Et puis je crois que j'ai essayé de l'intéresser un peu à la photo, mais que c'est pas venu, ça lui a pas plu. Mais par contre, moi, ça m'a super plu. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des photos d'objets, des photos, voilà. Et puis très rapidement, je me suis inscrit à un club photo pas loin, et j'ai rencontré d'autres photographes amateurs comme moi. Et puis en échangeant, bah, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, j'ai toujours beaucoup aimé les femmes, la beauté des femmes, etc. Et et donc je me suis rendu Pardon. compte que bah, ouais, ça me plairait de faire des photos de modèles, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos avec des modèles. Et puis j'en ai fait plein, plein, plein. Et puis après j'en ai vendu un peu aussi, etc. Enfin voilà, c'était bien. Voilà. Aujourd'hui c'est plus compliqué de trouver des modèles, donc ça m'a un peu passé. J'ai toujours cette passion pour le livre, qui fait qu'à partir du moment où je me suis intéressé à la photo, je me suis dit, putain, je vais faire des livres de photos. Voilà. Donc, mon éditeur m'a suivi sur ce projet-là, et donc on a lancé une revue de photos, qui était une revue très luxueuse, hein, cartonnée, un truc vraiment très haut de gamme, qui s'appelait Déclic. Et du coup, j'ai commencé à recevoir, peut-être faire des appels, je ne sais plus exactement, pour des modèles. Et j'avais reçu Flavie Flamand qui m'avait envoyé son CV avec une photo, etc. pour poser, parce que c'était à ses débuts avant qu'elle soit connue, quoi. Voilà. Donc du coup, pour parler du livre, de ce livre-là, tu me l'as gentiment offert. Donc c'est un groupe un livre, pardon, qui regroupe des anecdotes avec des célébrités que tu as rencontrées. Ça s'appelle Les gens connus que j'ai connus, très sobrement. On va en passer en revue certaines. Allez. Tu parles de ton amour pour Jane Birkin que tu as pu rencontrer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour nos auditeurs? Ouais, alors j'ai toujours été fasciné par la belle Jane Birkin. J'adorais son visage, sa façon de parler, ses petites mimiques, son corps. Enfin bon, j'aimais vraiment beaucoup cette actrice.
Donc c'était une espèce de fantasme d'adolescent. Voilà, peut-être qu'il y avait des posters d'elle dans ma chambre, je ne me souviens pas, mais c'est possible. En tout cas, voilà. Et puis il se trouve qu'aux éditions Vent d'Ouest où je travaillais, un jour quelqu'un est venu nous proposer un album consacré à des chansons de Gainsbourg. Un dessinateur s'appelait Yus, un album qui s'appelait Où es-tu Mélodie. Et donc on a fait ce livre et on a organisé un cocktail de lancement dans le bar de l'hôtel que fréquentait Gainsbourg, où il avait son rond de serviette ou plutôt son verre de Ricard. Et donc on avait fait cette soirée dans ce bar-là et Jeanne Birkin avait été donc invitée par Gainsbourg et elle est venue. Et donc alors l'anecdote que je raconte, que j'ai racontée 1000 fois parce que moi qui étais fasciné complètement, donc Yus me dit tiens, il y a Jane qui est arrivée, tu veux que je te la présente? Alors bien sûr j'ai dit oui, mais bien sûr j'étais complètement liquéfié dans mes petites chaussettes. Et donc je me suis présenté devant elle et alors donc Yus lui dit voilà, Jackie mon éditeur, etc. Et puis elle m'a serré la main. J'ai l'impression que je regarde encore le souvenir, tu sais, dans la main. Je vois ta main qui frétille. Là. Ouais. Et le seul truc que j'ai trouvé à lui dire, c'est oh là là, j'adore ce que vous faites. Donc c'est vraiment la phrase la plus nulle, la plus bateau, qui est la plus ordinaire qu'il puisse y avoir, mais j'ai rien trouvé d'autre. Alors je ne sais pas si après notre conversation on aurait enchaîné vers autre chose. Je ne sais pas et je ne le saurais jamais puisque Gainsbourg est arrivé derrière elle, il l'a attrapé puis il a dit Jane viens, hop, il l'a entraîné dans un coin pour lui dire quelque chose et voilà. Et mes prémices d'histoire d'amour avec Jane Birkin se sont arrêtées à ces quelques mots. Ah oui, elle m'a quand même répondu avec son accent extraordinaire, oh, merci, c'est très gentil. Et bon, voilà, bon, ça me fait un souvenir de Jane. Voilà. Et donc Gainsbourg, ce bon vieux Serge, tu as eu l'honneur de travailler du coup sur la BD dont tu nous parlais et tu as pu le rencontrer chez lui. Ah non, c'est pas moi qui l'ai rencontré. Non, moi j'ai pas eu la chance d'aller chez lui. Le dessinateur était allé chez lui, voilà. Pardon. Moi j'ai pas eu la chance de le rencontrer chez lui. Je l'ai rencontré pour le travail. J'ai rencontré, je sais pas si je raconte dans le livre, par exemple un jour on s'était vu pour préparer le cocktail. Et donc il y avait son avaloir, parce que bien sûr il touchait de l'argent pour l'adaptation de ses chansons. Et si je ne me souviens bien, c'était 50 000 francs. Donc pour les jeunes, ça veut dire 8-9 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc je lui dis, est-ce que vous avez bien reçu votre cachet pour les droits ? Oh, il dit, oh, je sais pas, etc. C'était combien? Et là, je lui dis, bah, c'est 50 000 francs. Il dit, oh, c'est pas un cachet, c'est un comprimé. Voilà. J'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà. Et t'as aussi bu une bière avec Jacques Dutronc. Avec Jacques Dutronc, j'ai bu une bière de luxe. C'était ainsi qu'il dit, une bière de riche, pardon. Voilà, c'est comme ça qu'il disait. Ouais, en fait, c'est le hasard. J'étais dans un restaurant avec un copain qui était mon diffuseur. Et c'était un restaurant où on allait assez régulièrement, je crois, et qui était dans le 6e, et on mangeait à l'étage, et il descend pour payer, et il remonte, et il dit « il y a Dutronc qui est au rez-de-chaussée, etc. » Bon. Et donc, il est allé chercher dans les stocks une BD qui était sortie, sur laquelle l'un des personnages avait la tête de Dutronc, et puis il est allé lui offrir, et Dutronc lui a proposé de venir boire un coup, donc du coup, il est venu nous chercher, et on s'est retrouvés à la table de Dutronc, avec lequel il y avait aussi 3-4 autres personnes qui étaient un peu, je trouve, sa cour, quoi, qui rigolaient à toutes ces vannes, etc. Mais lui était hyper gentil et on a passé quasiment tout l'après-midi à discuter. Et alors à chaque fois, il demandait au patron du bar, qu'il avait l'air de connaître très bien, c'était peut-être un bar corse ou un truc comme ça. Il disait, allez, amène-nous une bière de riche, quoi. Voilà. Et donc à chaque fois, hop, il amenait une bouteille de champagne et on buvait du champagne et on parlait de choses et d'autres que j'ai oubliées malheureusement. Mais c'était sympa. Et c'était vraiment un mec adorable comme tout, quoi. Voilà. Ouais, c'était vraiment... Donc ça, c'était des souvenirs un peu sympas. Ouais. Il y a un souvenir un peu moins sympa, c'est ta rencontre avec Lio et sa sœur Elena Noguera, que moi personnellement j'adore. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, j'ai pas de souvenir pas sympa avec Elena. Elena, c'est un jour où... Alors, donc avec Lio, on avait un projet de faire une bande dessinée avec elle comme personnage.
Donc je ne sais plus trop comment, j'avais réussi à entrer en contact avec elle et on était allé chez elle pour lui parler du projet. Et donc je suis allé chez elle 3-4 fois. Et il y a une fois où j'y suis allé, où Elena était là, elle était dans le fond de la pièce en train de taper sur un ordinateur, etc. Donc voilà, je l'ai vue, bonjour, je crois que c'est elle qui nous a ouvert la porte, mais genre bonjour, etc. Mais ça s'est arrêté là. Avec Lio, donc on se voyait régulièrement pour parler, on lui a parlé du projet, le projet lui plaisait, on lui a amené des bouts de scénario, ça lui plaisait, après on a cherché des dessinateurs, donc elle regardait les dessins, etc. C'était des rapports très sympas, c'est une nana qui était absolument sympa, quoi. Mais le côté déplaisant, c'est que, bon, ben voilà, on avançait sur ce projet. Et puis un jour, j'achète le journal Pilote, qui était un mensuel de bande dessinée, et dedans il y avait une petite case, un petit dessin, etc. Et en marquant Jean-Claude Forest. Alors il faut préciser que Lio, c'est un personnage d'une bande dessinée qui s'appelle Barbarella, qui est une vieille bande dessinée des années 60, faite par Jean-Claude Forest. Bande dessinée qui a eu une adaptation au cinéma avec Jane Fonda dans le rôle de Barbarella. Donc c'est une héroïne de science-fiction. Et du coup, elle a pris ce pseudo. Et elle a pris ce pseudo, voilà, tiré de ce personnage de cette BD, quoi, voilà. Et donc là, je lis dans Pilote que Jean-Claude Forest, donc le créateur de Barbarella, préparait une BD avec Lio comme personnage. Donc j'étais stupéfait parce que je dis elle ne nous a pas parlé de ça, nous on prépare une BD, etc. Donc je l'ai appelé, c'était répondeur, et là elle m'a appelé, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, mais Jackie, c'est pas possible, tu peux pas penser des choses pareilles, tu sais, faut pas écouter ce que disent les journalistes, machin, etc. Enfin bon, voilà, me disant en gros que si j'avais... Ah oui, voilà, me dit, oui, si t'as quelque chose qui va pas, tu dois venir me le dire, etc. Enfin bon, voilà. Donc, outré que j'ai pu penser ça, bah oui, mais c'était quand même imprimé dans le journal, voilà. Bon, donc, ma réclamation était un peu justifiée. La BD avec Jean-Claude Forest n'est jamais parue non plus. Et elle, j'ai jamais eu de ses nouvelles et le projet s'est jamais fait. Voilà. Donc c'était un peu une déception parce qu'en plus, elle était très sympa, très rigolote, très sexy. Oui, dans le livre, oui, tu racontes qu'elle t'accueillait avec des tenues un peu un jour, un oui. peu osées. Un jour, un jour, on était allé donc avec mon ami Louis. Salut Louis, qui était le directeur des éditions Vent d'Ouest, et on était allé chez elle, et là, on est arrivé, c'était sa mère, je crois, qui nous avait ouvert, on s'installe un temps, puis d'un seul coup, elle est arrivée avec un espèce de chemisier vaporeux assez largement ouvert. Je veux dire que j'ai eu un peu de mal à me concentrer pendant tout le temps de l'entretien, elle était assise à côté de moi, comme si on était des vieux amis, je vais pas dire amants, mais presque, donc c'était vraiment rigolo. Bon, puis c'était une charmeuse, hein, voilà, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, c'est comme les politiques, ils sont beaucoup dans le charme, voilà, ils sont dans la séduction, ils ont envie d'être aimés. Donc voilà, donc elle était dans voilà. Il y a Jane qui n'a pas eu envie d'être aimée. Donc en plus de ton travail dans la BD, tu découvres le théâtre, tu deviens comédien mais également auteur de pièces et sur ton site tu dis « J'écris des comédies uniquement parce que j'aime faire rire le public ». Tes pièces ont été jouées près de 2000 fois par environ 500 compagnies amateurs ou professionnelles en France et à l'étranger et pour certaines d'entre elles tu es également metteur en scène et comédien à la fois. Comment tu as découvert le monde du théâtre ? Alors en fait, j'ai toujours aimé le théâtre. J'ai des souvenirs qui vont parler aux anciens au théâtre ce soir quand j'étais enfant. Ça me parle à moi. Alors, ça te parle à toi? Merci, oui, mais tu es très vieille, Emeline. Je veux bien que j'ai 30 ans dans 2 jours, mais voilà, c'est ça. Donc j'ai toujours adoré le théâtre et j'adorais cette émission au théâtre ce soir. Et pendant des années, je me disais, oh là là, j'aimerais écrire une pièce de théâtre, etc. D'ailleurs, il y a mon assistante de l'époque, quand j'étais aux éditions Vent d'Ouest, qui pourrait témoigner que vraiment quand elle a commencé à travailler à Vent d'Ouest, déjà je lui disais ça serait mon rêve d'écrire du théâtre et tout. Et puis il y a eu un jour où je me suis dit que il fallait que je le fasse, voilà, que j'essaye en tout cas. Ouais. Parce que si jamais je faisais jamais l'essai, je serais sur mon lit de mort et je me dirais oh c'est con, j'ai jamais essayé, gna. Bon là au moins je pouvais essayer puis on verra bien quoi. Donc je me suis donné les moyens de me consacrer à l'écriture d'une pièce de théâtre. J'ai pris à cette époque-là donc je prenais une chambre d'hôtel à un hôtel à Issy-les-Moulineaux. J'arrivais le matin, genre à 7h du matin.
Et c'était une chambre vraiment minable, minuscule, sur laquelle il y avait une table de 50 cm de large et un lit, quoi. Et c'est tout. Internet n'existait pas, donc ça me permettait de ne pas se laisser distraire. Donc j'étais avec mon ordinateur et puis j'écrivais toute la journée. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première pièce de théâtre qui s'appelle Pochette Surprise. Que j'ai faite. Donc, ça résumé comme ça a l'air d'être facile. Ça a pris des mois, hein, voilà. Ça a pris des mois pour que je vienne au bout. Mais enfin, en tout cas, je suis arrivé au bout de cette idée. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai eu la pièce, je me suis demandé comment faire pour qu'elle soit jouée. Je savais pas. Je l'ai envoyée à 4-5 metteurs en scène, au hasard. Voilà, parce que je connaissais personne dans ce domaine-là. Et le hasard a fait que parmi les 4-5 à qui je l'ai envoyé, il y a un monsieur qui s'appelle Xavier Le Tourneur, qui est un gars qui est l'un des fondateurs du Mélo d'Amélie à Paris, qui a écrit plusieurs pièces, qui a mis en scène plein de pièces, notamment une pièce qui s'appelle J'aime beaucoup ce que vous faites, qui a un succès énorme depuis 20 ans. Et donc je lui avais envoyé à lui par pur hasard, et il m'appelle 3-4 jours plus tard en me disant ouais, j'ai vu votre pièce, j'adore, etc. Quand est-ce qu'on peut se voir? Donc ça a été super. Donc je l'ai rencontré, donc il m'a dit ouais voilà super votre pièce, j'ai envie de la monter, tout ça, très bien. Il faut qu'on trouve des comédiens. On a organisé une lecture avec des comédiens, et enfin l'erreur c'est qu'il m'a dit est-ce que vous connaissez des comédiens? Bah moi je dis non, mais je connaissais une troupe d'amateurs, et donc j'ai dit bah je connais ces gens-là, ouais ok, hop, fais-les venir ou faites-les venir. Et donc ils sont venus à la lecture, et il y a donc la pièce avait 6 personnages, 6 comédiens. Il y avait donc 2 comédiens professionnels, un mec qui s'appelle Dominique Bastien, qui est un gars qui a fait je ne sais combien de pièces, qui est un professionnel du métier, et puis une fille qui à l'époque était débutante, qui était la fille de quelqu'un avec qui je travaillais, et qui depuis a fait une bonne carrière cinéma, télé, etc. quoi. Voilà. Et donc, et 4 autres comédiens qui étaient des amateurs. Et c'était terrible parce que donc ils ont commencé la lecture. Ok, première réplique, etc. Et à la première réplique qu'a dit Dominique Bastien, qui était un professionnel, l'écart était monumental entre l'amateur et le professionnel. Ouais. Quoi. Et à cette première réplique, je me suis rendu compte à quel point, bah oui, il y avait un gouffre et que mes 4 comédiens, ils n'étaient pas au niveau. Ils tenaient pas la route, quoi. Et donc, quand on est sorti de cette lecture, donc la pièce lui plaisait toujours, Xavier Le Tourneur, il m'a dit, écoute, moi je suis pas là pour donner des cours de théâtre. Donc, il faut trouver des comédiens. Et à la suite de ça, bah, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Voilà. Je l'ai relancé, je lui ai envoyé je ne sais combien de messages, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, j'étais un peu dépité. Et parallèlement à ça, j'avais commencé à prendre des cours de théâtre. Oh là, je me rends compte, quand je raconte, finalement, que c'est fou les tenants et les aboutissants des choses. Et en fait, j'ai ma fille aînée, Fanny, coucou Fanny, et avait fait du théâtre au lycée. Et j'avais assez été étonné parce que je trouvais qu'elle était très bonne comédienne, quoi. Et puis surtout étonné de la façon dans laquelle, comment elle était différente sur scène dans la vie. Et ça m'avait un peu titillé, quoi. Et finalement, entre ça, puis bon, voilà, je me suis dit, bah, je vais prendre des cours de théâtre. Voilà. Donc c'est en quelle année, pour qu'on resitue un petit peu, que tu... Enfin, à peu près, hein. Je dirais ça doit être peut-être 2000, entre 2005 et 2010, 2010 okay. Peut-être, ouais. La Pochette Surprise, on a commencé à le jouer en 2013, donc ça doit être peut-être 2008, peut-être. Okay. Voilà. Et donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, et c'est parallèlement à ça qu'il y a eu cette rencontre avec Xavier Le Tourneur, qui a tourné court. Et après, j'ai renvoyé ma pièce à d'autres metteurs en scène, j'avais 0 réponse, et j'ai été un peu dégoûté. Et un jour, je me suis dit, bon, voilà, c'est un peu comme le fanzine, tu vois, j'en avais marre de dépendre des autres et que les choses n'avancent pas. Donc, il y avait 3 personnes avec qui je faisais du théâtre que je trouvais bien sympa. Et je leur ai dit, tiens, ça vous dit, voilà, j'ai envie de monter une compagnie de théâtre, on va jouer la pièce, je finance, voilà, c'est un loisir comme un autre, et voilà. Et c'est comme ça que, donc, on a monté notre première pièce,
Alors après, la distribution des gens a changé. Il y a une des filles notamment qui est partie très vite, qui nous a largués en cours de route. Mais sinon, les deux premières personnes à qui, Christine et Gérald, avec qui j'ai créé la compagnie, eux, on a travaillé pendant longtemps ensemble. Et même Gérald, comme tu l'as vu. C'est Gérald que j'ai rencontré. Voilà, c'est Gérald que tu as rencontré quand on a joué les 4 vérités. Voilà. Et là, pour l'instant, il ne joue pas la nouvelle pièce, mais c'est parce qu'il manque de temps. Mais sinon, on est toujours très proches, quoi. Oui, donc tu vois, je m'étais noté par rapport au fait que tu fasses tout de A à Z, donc que tu écrives la pièce et que tu la joues devant le public à la fin. Je m'étais noté si c'était plus de la curiosité liée à l'acting ou si c'était une envie de contrôle. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un mélange des deux. Tu n'avais pas envie de dépendre des autres, donc tu t'es dit Alors, je vais... En fait, quand on a fait la première pièce, on a demandé à notre prof de théâtre s'il voulait faire la mise en scène. Donc il a accepté de faire la mise en scène en se faisant payer et on n'était pas du tout d'accord. C'est-à-dire que j'estimais en tant qu'auteur que j'avais une certaine vision des personnages qui était juste. Je les connaissais, mes personnages, je savais ce qu'ils avaient dans la tête, ce qu'ils pouvaient vivre, surtout que j'avais mis genre 2-3 ans à écrire la pièce, donc je les connaissais, mes personnages. Et lui, il avait une autre vision. Donc on a eu quelques conflits comme ça en répétition et puis qui s'accentuaient un peu avec le temps. Et puis on a fait, ici au village où j'habite, on a fait une sorte de générale devant une trentaine de copains, voisins, etc. pour avoir un ressenti. Donc on a joué comme ça. Et alors en sortant de la pièce, il dit, maintenant que je connais la pièce, je vais pouvoir... Et je me suis rendu compte que la pièce, il nous faisait la mise en scène, mais il ne l'avait jamais lue. Il ne la connaissait pas. Voilà. Donc il ne connaissait pas la fin, etc. Ouais. C'était complètement aberrant, quoi. Et alors, notamment la fin de la pièce, qui se termine sur une note qui fait rire tout le monde, voilà, lui, il voulait terminer sur un truc vachement dramatique. Et j'étais pas d'accord. Et on était en conflit, vraiment, sur ça. Et je me souviens qu'après, quand on a joué la pièce, la première fois où on l'a jouée, c'était au guichet Montparnasse. Et on était en coulisses, on a pris au moment de rentrer. Et au moment de rentrer, il me dit « t'oublies pas, à la fin, tu fais ça. » Mon personnage s'appelait Romain. « Tu fais ça, etc. » Et je lui ai dit, je fais ce que je veux, parce qu'une fois sur scène, qui décide? C'est pas c'est moi le personnage. Voilà. Et à partir de là, donc on a eu conflit, et je me suis dit c'était deux visions totalement différentes. C'est vraiment compliqué de travailler avec des gens. Alors, ils sont sans doute pas tous comme ça, mais voilà, des gens qui finalement veulent apporter leur vision de l'histoire. Ou alors, il faudrait faire que ce soit quelqu'un. Mes pièces ont été jouées par plein de troupes et mis en scène par plein d'autres metteurs en scène, mais voilà, moi je vois pas, etc. Et après, a priori, ils transforment le ton des personnages s'ils veulent. Mais moi, ce que je jouais, j'avais envie que ça soit conforme à l'histoire que je voyais, à mon personnage, etc. Et à tous les autres personnages. Mais j'ai l'impression que c'est très commun aux artistes assez complets. Il y a quelques jours, là, je regardais un documentaire sur l'artiste Billie Eilish, qui du coup écrit, compose, chante, avec son frère qui est aussi compositeur. Donc c'est vraiment un projet familial. Et en fait, quand elle a commencé à avoir du succès et qu'il a fallu faire les premiers clips, etc., les boîtes de production lui ont mis un peu comme une sorte de metteur en scène dans les pattes pour faire son clip. Et on la voit dans le documentaire, à la fin du clip, elle va voir sa mère, elle lui dit « Je veux plus jamais avoir à travailler avec un metteur en scène. C'est ma chanson, c'est mon univers, je veux faire ce que je veux, c'est pas à lui de me dire comment il interprète la chanson. La chanson, elle sort de ma tête, donc je fais ce que je veux. » Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Tout à fait, ouais. C'est un peu d'ailleurs... C'est pour ça aussi que j'ai été éditeur, parce que j'ai envie de faire des choses comme de choisir, ou même là, mes livres. J'aimerais bien être publié chez un grand éditeur pour mes romans, un grand éditeur. Mais j'aime bien aussi le fait de choisir mon papier, mon format, ma couverture, ma typo, tout ça. J'aime bien mettre la main dans tout. Ouais. Voilà, c'est un défaut d'ailleurs, parce que finalement, on dit toujours que l'idéal, c'est de savoir déléguer à des gens à qui tu fais 100% confiance et qui vont faire des choses qui seront pas celles que tu avais pensées, mais qui te plairont quand même, quoi. Voilà. Écoute, on dit que les vierges sont maniaques et psychorigides. Nous en sommes la preuve. Ouais, voilà. Mais je suis aussi ascendant Sagittaire, et donc on dit que les Sagittaires sont bien bordéliques, et j'en suis la preuve aussi. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes liées à cette période de théâtre ? Voilà.
ce que je retiens en général, qui n'est pas une anecdote, mais qui est formidable, c'est qu'on a beaucoup joué dans des petits villages. Et un public qui est super accueillant, super chaleureux, qui est tellement content. Même là, tu vois, on a joué donc dimanche ici. J'ai reçu des mails de gens, merci de nous apporter du théâtre, etc. Parce que c'est des gens qui n'iraient pas au théâtre, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop loin, parce que c'est trop compliqué, etc. Et là, ça les dérange pas un peu, une situation un peu inconfortable. Mais voilà, on leur ramène du théâtre dans leur village. Et ça, c'est super. C'est super. Je me souviens aussi, on avait fait une pièce qui s'appelait J'attends un enfant, ma femme aussi, qui était une pièce qui se passait pendant la grossesse d'une femme, de la femme du personnage. Et donc, c'était c'était un peu comme des scènes qui se suivaient. C'est les 9 mois de la grossesse, quoi. Et on avait joué le 2e mois, toc, ma femme de la pièce sort, et elle revient, donc on devait faire le 3e, et moi j'attaque par le 4e. Voilà. Et elle, qui était complètement déphasée, parce que elle rentrait, alors je me souviens plus du texte, mais tu vois, elle rentrait en s'attendant à ce que je lui dise un truc, et puis c'était autre chose, et elle a super rassuré, parce qu'elle a réussi à retomber sur ses pattes pour revenir au 3e mois. Voilà. Et ça, ouais, les aléas du direct, comme dirait Nikos. Ouais, exactement. C'est les aléas du direct, tout à fait. Et puis c'est marrant parce que ça te fait des souvenirs parce que tu vas jouer. Nous, les pièces, on les joue 30-40 fois à peu près. Mais sur les 30-40 fois, tu vas te souvenir surtout de ces représentations où il y a eu un bug. C'est ça qui est marrant, quoi. Tu te rappelles. Oui, quand tout se passe bien, ça reste pas dans ta mémoire. Il n'y a rien de marquant, quoi. Donc, comme tu le disais, moi, je suis venue voir une de tes pièces ce week-end. Et j'ai découvert que tu utilisais l'intelligence artificielle pour créer des illustrations lors de tes sketchs. Est-ce que tu peux nous parler en tant qu'artiste de ton rapport à l'intelligence artificielle ? Alors, c'est une découverte assez récente. Bon, j'avais vu que ça existait, etc., mais j'avais pas mis le nez dedans. Et en fait, je sais plus trop comment je suis tombé. Alors, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour des illustrations, pas tellement pour le texte. ChatGPT, je l'utilise, finalement pour moi c'est plus un Google amélioré. Ouais, un assistant, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire, tiens, je sais pas, quel est le train le plus rapide qui va traverser Perpignan, bon, au lieu de chercher ça sur Internet, je vais poser la question à ChatGPT et je récupérerai une réponse qu'après il faut vérifier, mais enfin je récupérerai une réponse. C'est plus rapide. C'est plus rapide, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Par contre, au niveau image, j'ai découvert, je sais plus trop comment, il y a peut-être 1 an seulement, et j'ai été fasciné par les possibilités que ça offre de création d'images dans tous les domaines, etc. Alors ça fait frémir, et le mot est faible, tous les artistes, dessinateurs, etc., quoi, qui trouvent que c'est vraiment c'est abominable, mais je trouve que c'est un outil vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et dans le cas de l'affiche, par exemple, justement, il y a un dessinateur qui a fait les couvertures de mes 3 premiers romans et qui souvent m'a dit si tu as besoin d'une affiche, je te la fais, etc. Les précédentes affiches, je les ai faites avec des dessinateurs. Et là, j'ai voulu expérimenter de faire mon affiche moi-même par l'intelligence artificielle. Et j'ai été surtout fasciné par la quantité de propositions que tu peux avoir. C'est-à-dire qu'un dessinateur, alors à moins que tu sois une très grosse boîte et que tu lui payes une fortune, il te fera tous les essais que tu veux. Mais comme nous, on payait nos affiches genre 200 €, le mec, je peux pas lui dire, tu me fais 50 propositions, voilà. Et donc là, en intelligence artificielle, pour illustrer le sujet, le contraire de l'inverse, j'ai fait plein d'essais en tout genre. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que d'un seul coup, il devient une idée. Ah, mais dis donc, mais je pourrais faire un cochon suspendu au plafond qui tricoterait un gilet bleu, blanc, rouge. Bon, toc. T'envoies ça à l'intelligence artificielle. Alors après, je modère les choses dans le sens, faut pas croire que c'est si simple que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle va te sortir 10% de ton idée. Et après, c'est du travail sur le prompt, ouais. Pour les instructions que tu lui donnes pour peaufiner, pour arriver à quelque chose. Et même l'affiche que tu as vue pour nos trucs, au final, après j'ai récupéré les visuels, je n'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais. C'est sur Photoshop que j'ai inversé les personnages tête bêche, que j'ai rajouté les cheveux de l'un qui empiètent un petit peu sur l'image de l'autre, etc., quoi, voilà. Donc, en fait, l'intelligence artificielle
te débloque toutes les limites que tu aurais pu avoir dans ta création. Voilà, alors surtout que j'ai toujours été un dessinateur frustré. C'est que ça, c'est un des grands regrets de ma vie. Voilà, j'en ai deux grands regrets. C'est un, de ne pas savoir jouer de musique. J'aurais voulu être Mick Jagger. Voilà, j'aurais adoré être une bête de scène. Et j'aurais aimé savoir composer de la musique, etc. Et je regrette beaucoup de ne pas savoir dessiner. J'ai même essayé de décalquer, en me disant, à force de décalquer, ma main va s'habituer. Même ce que décalque est moche. Voilà. Donc je crois que je suis vraiment au niveau moins 12 du dessin. Et donc ça, c'est une grande frustration. Et l'intelligence artificielle me permet de créer des images dans toutes sortes de domaines. Voilà, donc si tu veux avoir une idée d'une image, etc. Et voilà. Et donc là, je suis même en train de travailler sur un projet dont je ne peux pas parler, mais où je vais créer, j'ai déjà créé d'ailleurs, genre 200 images qui vont illustrer le projet, etc. Et je suis super content parce que voilà, j'aurais jamais pu faire autrement sans l'intelligence artificielle. Ok. J'ai toujours dit, moi, que j'étais née à la mauvaise période. Mes proches le savent. Toi, tu as eu la chance de traverser de nombreuses périodes, donc les années 70. 80. Oh oui, c'est vrai. Ah, je me souviens, en 14. 90, 2000, etc. Donc c'est quand même pas mal de décennies qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Quels sont tes meilleurs souvenirs et quelle est, selon toi, la meilleure période la période des dinosaures, par exemple ou... Ah ouais, quand on a chassé les tricératops, là, c'était quelque chose. Hein. Je me souviens, ma femme qui m'attendait dans la grotte. Dans la cahute. Ouais, c'était quelque chose. Non, je sais pas si je veux pas, je veux pas dire qu'il y a qu'il y avait des meilleures. Il n'y a pas eu une meilleure période. Disons que je pense que dans chaque période, il y a du bon. Okay. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je suis fasciné parce que tout ce qu'apporte la possibilité, les réseaux, etc. Regarde, c'est formidable. Dans le temps, tu partais en colonie de vacances, au revoir, on se revoyait plus. Aujourd'hui, les gamins peuvent rester en contact, ils se font un petit groupe sur WhatsApp ou sur Snap ou je sais pas quoi, et puis ils discutent entre eux et ils continuent de se voir. Je vois ça avec mes filles, je trouve ça c'est formidable. On peut pas rejeter une telle... Ça permet des contacts aussi. Moi, par exemple, j'aime pas trop le téléphone, pas du tout même, donc je téléphone très peu. Mais j'aime bien envoyer des messages aux amis, machin, etc. Bon, bah voilà, sans téléphone... Les gens, tu les oublies, il a l'impression que tu les délaisses, etc. On les voyait pas plus, justement. Alors peut-être on se voyait plus, voilà. Par exemple, ça, je me souviens d'un truc que je trouvais formidable quand j'étais enfant. Je t'ai dit tout à l'heure, là, on habitait pas loin d'une sœur de ma mère, donc un oncle et une tante, où il y avait mes deux cousins. On allait chez eux l'improviste. C'était formidable. Aujourd'hui, tu fais plus ça. Ouais. Tu vois, t'allais... Même j'avais un autre oncle qui habitait, parce qu'eux ils habitaient pas très loin, ils habitaient genre à 500 mètres ou 800 mètres de la maison, mais j'avais un autre oncle qui habitait de l'autre côté de Paris, en Seine-et-Marne, mais c'est pareil, on allait à l'improviste, voilà, parce que déjà il faut savoir qu'à l'époque, moi je me souviens donc j'imagine quand j'étais enfant c'était encore pire, mais quand j'avais 18 ans que j'ai commencé à habiter tout seul, le téléphone c'était 6 mois d'attente, ça coûtait une fortune, enfin bon, voilà, tout le monde n'avait pas... Les petites cartes orange là, elles sont arrivées quand ? Dans les années 90, les cartes et cabines de téléphone, etc. Ouais. Mais il n'y avait même pas les cabines, de toute façon, avant. Si tu voulais téléphoner et que tu n'avais pas de téléphone, tu allais dans un café et puis tu téléphonais du café, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on allait chez les gens à l'improviste, et c'est vrai, moi, vraiment, je garde un super souvenir de ça, quoi, d'arriver chez mon oncle et chez ma tante, et puis, tu sonnes, bon, bah, ils sont pas là, t'es déçu, puis ils sont là, puis tu restes manger, etc. Et voilà, ça, c'était formidable, voilà. Donc chaque période, la période Babacool, quand j'ai été dans ma période Babacool, je trouve que c'était une période qui était formidable, aucune contrainte, aucune obligation, on vivait à volo, quoi, tu vois, comme le temps passait. Bon, voilà, il y a aussi quand même la période avec une sexualité complètement libérée, donc ça c'est quand même quelque chose qui est formidable, quoi, je veux dire, avant que le sida arrive. Oui. Non mais c'était surtout quand tu étais en communauté où bon voilà, il y avait une certaine liberté entre les gens. Et bon bah à partir du moment où le sida est arrivé, cette liberté ça pouvait plus exister, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que chaque période a été
Ouais, c'est ça. En fait, chaque décennie a été marquée par quelque chose en particulier et du coup, elles sont très différentes. Bah oui. Si tu compares les années 70 et les années 90, il n'y a que 20 ans d'écart et pourtant, c'est tout à fait différent, quoi. Et puis, alors, bon, après, du coup, t'as l'âge qui fait les choses aussi, hein, tu vois, c'est que Oui, automatiquement, quand tu as 20 ans de plus, tu vois les choses pas la pas de la même même vision. façon. Moi, quand même, comme je te disais tout à l'heure, là, toute cette musique que j'ai découverte quand j'avais allez, 18 ans à peu près, mais c'est fabuleux, quoi. Et il y a juste en musique, il y a genre une vingtaine d'années, quand j'ai découvert le rap, j'ai adoré le rap. Donc là, c'était super. Mais sinon, depuis, j'ai pas eu une découverte comme ça, quoi. J'entends des trucs qui me plaisent, etc. Mais un courant musical Transcende. quand j'ai découvert le rap, c'était en regardant le film 8 Miles. Je me souviens que mon fils aîné écoutait un peu de rap, puis je disais, oh là, mais ça me saoulait, quoi, voilà. Et en fait, il écoutait pas du super bon rap. Parce que quand j'ai entendu 8 Miles, et surtout à la fin, là, quand il y a le morceau d'Eminem, j'ai dit, attends, ça peut être ça le rap, hein. Putain, mais après, j'ai acheté je sais pas combien d'albums, etc. Et j'ai découvert tout un courant musical, justement autour de Eminem, Dr. Dre, etc. Et j'ai adoré, quoi. Voilà. Et donc, c'est super, hein. Je me souviens d'avoir discuté d'ailleurs avec un mec, un dessinateur d'une BD qui s'appelle Joe Vartim. Et lui qui est resté vraiment, il a à peu près mon âge, et il est resté vraiment sur sa musique quand il avait 20 ans. Et quand je lui avais raconté, etc., il m'a dit, oh Jackie, qu'est-ce que je t'envie d'avoir découvert un nouveau truc musical. Parce que c'est vrai que c'est super. Dans ce coup, tu découvres un univers musical que tu connaissais pas. Donc, tu as des centaines d'albums que tu peux découvrir, des centaines d'artistes. Et puis, C'est ce qui se passe Ouais. là en ce moment, parce que je te parlais de Billie Eilish, je connaissais pas du tout. Ma soeur, ça fait des années qu'elle me dit écoute, tu vas aimer. Et en fait, moi, je me fiais à ce qui passe un peu partout et j'aimais pas forcément. Mais malheureusement, ce qui passe le plus souvent à la radio, etc., bah, c'est souvent le moins bon parce que c'est très commercial. Et là, je me suis intéressée et c'est exactement ce que tu décris, c'est qu'en fait, je suis en train de rattraper tous ces albums, je suis en train de lire tous ces textes, parce que du coup, comme elle écrit ces textes, je suis en train de lire et tout. Et en fait, c'est trop bien de pouvoir découvrir comme ça un artiste de zéro Mm. et tout écouter d'un coup. Ah ouais, c'est fascinant, hein. C'est fascinant. Ah, j'aimerais bien retomber demain sur un truc. Mais moi, tu vois, ça va au-delà de l'artiste. C'est tout un genre. Oui, J'écoutais un pas du tout courant de rap, quoi. musical, Et ouais. donc, d'un seul coup, j'ai découvert des trucs extraordinaires que, bien sûr, aujourd'hui, j'écoute toujours avec le même plaisir, quoi. Et donc, c'est... Et de temps en temps, je creuse un petit peu de nouveaux trucs qu'ont refait tous ces artistes que j'ai beaucoup aimés et j'arrive pas à retrouver Mm. la même passion, quoi. Ouais, je comprends. C'est dommage, hein. C'est dommage. Maintenant, je te propose un petit jeu. Tu vas Ouh. avoir quelques cartes. Je te laisse les piocher une par une et répondre à la question qui est notée sur la carte. Allez, go. Alors, quel est ton plus grand regret aujourd'hui? Ah bah voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été une star du rock. J'aurais adoré. J'ai vu Mick Jagger, enfin j'ai vu les Rolling Stones en concert. Sur scène, c'est une bête incroyable. Bon, il y en a d'autres, hein. Mais vraiment, voilà, j'aurais adoré être une rock star, de chanter devant une foule de 50 000 personnes qui sont complètement déchaînées. Ça, je dois dire que ça me fascine, hein. Ça me fascine, ouais, c'est vraiment. Alors, si je faisais plus récent, Michael Jackson aussi pas mal, hein, dans le genre talent pour danser, etc. Parce que je danse comme une enclume. Donc, vraiment, je dois dire que j'aurais bien aimé. Alors, quelle est ta plus grande fierté? Bah, d'avoir créé pas mal de choses. Voilà, d'avoir été. Euh, ouais, d'avoir fait plein de trucs. Pas tout ce que j'avais envie, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses que j'avais envie. Et voilà, de tout un tas de livres, etc. Je parle sur le niveau professionnel, hein. Sinon, bah, dans la vie courante, c'est mes enfants, c'est clair, parce que bon, bah, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir des enfants, de faire des enfants et de voir ce qu'ils sont devenus. C'est bien, je suis fier d'eux. Quel conseil tu aurais aimé recevoir plus jeune? Bah, des conseils, j'en ai eu plein. Mon père m'en a donné, hein, mais je sais pas si j'en ai appliqué beaucoup. Quel conseil j'aurais aimé recevoir? Bah, en tout cas, je l'ai pas eu comme conseil,
mais je l'ai assez appliqué, c'est le côté faut foncer. Voilà, faut faire des choses. Faut, faut pas trop se préoccuper des obstacles. Disons que plutôt, ça serait plutôt le conseil que moi je donnerais à mes enfants. Ok, il y a des trucs qui paraissent durs, mais on essaye. De toute façon, vaut mieux rater quelque chose qu'on a fait que de ne rien rater parce qu'on l'a pas fait. Donc voilà, oui, c'est ça que j'aurais bien aimé qu'on me dise, mais je l'ai fait. Donc voilà. Alors, quel est ton plus grand rêve, à part être une rockstar? Ah ouais, c'est... Bah, mon plus grand rêve, c'est en tout cas j'espère que ça sera ça, que mes liens familiaux avec mes enfants, petits-enfants et autres, ne se brisent jamais. Voilà, pour moi, la notion de famille est super importante. Donc, même si je suis quelqu'un, comme je disais, qui téléphone pas beaucoup, etc., je pense beaucoup à eux. Et j'espère qu'on sera... Voilà. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Écrire. Voilà. Ça, c'est très souvent, je me réveille le matin avec des bouts de phrases, des bouts de texte que j'écris, parce que j'ai mon carnet sur ma table de chevet, bien sûr. Donc, avec des bouts de texte, etc. Et voilà. Et ça m'arrive même d'ailleurs très souvent, notamment quand mes filles n'ont pas cours, que je suis pas obligé après de me lever au moment où elles se lèvent. Mais ça m'arrive très souvent de me lever, quand j'ai un bout de réveil, genre vers 5 heures, parce que j'ai un assez mauvais sommeil, donc je me réveille beaucoup. Bout de réveil vers 5 heures, là, je me force à me lever, même si je resterai bien au lit, et j'écris pendant un petit moment, et quitte à me recoucher après, la plupart du temps d'ailleurs je me recouche après, puisque j'ai pas d'heure pour me lever, mais j'adore ça, voilà, ça, je me réveille le matin à écrire, et je trouve que j'ai une inspiration qui est différente du reste de la journée. Une leçon de vie que tu as envie de partager, bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le conseil, c'est qu'il faut faire des choses, faut pas hésiter à faire des choses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit constructive ou c'est éclaté ou n'importe quoi, mais en tout cas si on a envie de faire quelque chose, ne pas freiner, ne pas s'empêcher de faire des choses en ayant peur des obstacles. Voilà, les faire. Et puis tant pis, moi j'ai fait 2 fois faillite où j'ai tout perdu, ça m'a pas empêché de faire d'autres choses. J'ai eu des déceptions comme on en parlait tout à l'heure sur des gens avec qui j'avais des projets, ça s'est pas fait. De toute façon déjà le métier, tu vois, là j'ai fait encore un projet de livre là il y a quelques mois de ça, j'ai envoyé à 30 éditeurs, il y en a aucun qu'on a voulu. Bah voilà, c'est comme ça, mais je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir fait. Si j'avais jamais fait ce projet-là, j'aurais pu me dire, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. Non, mais avec aurait dû, on fait rien, quoi. Voilà. Donc, la leçon de vie, c'est faire, faire, faire. Quel que ce soit, même si c'est un tour du monde, mais faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors, on va maintenant passer aux questions des auditeurs. Bonjour les auditeurs. Alors, on a Romain, dont on parlait tout à l'heure, qui demande si dans la BD Le Guide de la drague, les conseils que tu as prodigués, ce sont des techniques qui marchent vraiment et si tu as pu les tester dans la réalité. Alors déjà, bon, c'est un livre que j'ai écrit il y a 20 ans, donc je ne me souviens plus des conseils. En plus, j'ai pris 20 ans de plus. Je pense que dedans, il y a des choses qui sont la réalité. Dans ces BD-là, presque toujours, il y a la réalité et l'imagination. Donc il y a sans doute des situations totalement improbables et impossibles à reproduire, et puis sans doute d'autres vraies. Je suis pas un super dragueur, donc je peux pas dire que j'ai testé toutes ces formules qu'il peut y avoir dans le livre, puisque bah, bien sûr je parle d'un sujet général. C'est pas le guide de Jackie Goupil le dragueur, c'est le guide de la drague. Il demande aussi si... Et lui, est-ce qu'il les a testés, hein? J'aimerais bien savoir, tiens, la prochaine fois qu'on va jouer au paddle, je vais lui poser la question si j'y pense. Ouais. Il demande aussi si parfois, lorsque tu as joué des pièces de théâtre, la barrière comédien-réalité a été franchie et que tu as pu par exemple être en couple avec des partenaires de jeu ou ce genre de choses. Non, parce que c'est pas tu sais, c'est comme avec des personnes avec qui tu travailles, quoi. C'est toujours un petit peu des trucs compliqués, quoi. Et puis t'es vraiment dans un personnage, quel qu'il soit. D'ailleurs j'ai joué plusieurs fois des mecs assez exécrables, donc j'espère que j'en suis loin, et donc non, voilà, faut pas rentrer dans ce genre d'échange. Je pense que c'est pas une bonne chose. Professionnel. Oui, voilà. Par contre, alors c'est vrai qu'il se crée un lien très proche
avec les gens, parce que tu partages je ne sais combien d'heures de Ouais, c'est une troupe, répétition, ouais. donc tu as une intimité, tu as même une espèce d'intimité physique, parce que quand tu joues par exemple, comme là, on se retrouve dans un petit machin de 2 mètres carrés pour se changer. Bon Je pensais à ça justement ben pendant ouais, la t'as pas le pièce. choix. Parce que je vous voyais changer de haut à chaque fois, je me Ouais. disais, mais... Là, on change que de haut, mais il y a des pièces où tu te changes complètement. Bon, tu te retrouves en slip devant tout le monde, tu dois faire avec. Hein. Donc, ça, c'est. Là, t'as pas le choix. Hein. T'es au théâtre, oui, t'es au théâtre ou au guichet Montparnasse, les loges, elles sont minuscules. Donc, tu vas derrière, t'es avec les autres, tu te prépares. Voilà. Quoi. Donc, il y a une forme d'intimité, quoi. Voilà. On connaît nos bourrelets. J'ai Valentin qui me demande est-ce que les gens étaient plus heureux du coup dans les années 70-80 ? Ça c'est ce que disent certaines personnes, ouais. Comme je te disais tout à l'heure, je suis pas convaincu de ça. Alors il y avait sans doute, on avait moins de... Alors bon, il y a eu une période où il n'y avait pas autant de chômage et où, comme on disait tout à l'heure, c'était super facile de trouver du travail. Donc ça, sans doute que beaucoup de gens étaient plus heureux. Moi, j'ai vécu une période où j'avais très peu d'argent, j'étais heureux quand même. Vraiment, j'ai vécu, je vais pas dire la misère, mais enfin vraiment très très peu d'argent avec un enfant à nourrir. Et on était heureux quand même. Tu vivais d'amour et d'eau fraîche. Ouais, enfin bon... Surtout d'eau fraîche. Surtout d'eau fraîche, mais il y avait quand même un petit peu d'autres choses aussi. Mais bon, on avait vraiment du mal à remplir l'assiette, hein, mais bon, ça nous rendait pas spécialement triste. Je dis pas que les gens qui ont peu doivent se contenter de ce qu'ils ont, hein, pas du tout. Hein, j'ai beaucoup de respect. Voilà, donc voilà, il y a eu donc cette période par rapport au travail. Il y a, ouais, non, aujourd'hui, il y a de quoi être heureux aussi, mais maintenant, j'ai du mal à me rendre compte. Je fais partie des, entre guillemets, privilégiés. Je gagne correctement ma vie. Je fais un métier qui me passionne. Enfin, tu vois, voilà, c'est pas la même chose pour celui qui va tourner des boulons toute la journée ou à qui, demain, on va dire, t'es remplacé par un robot et puis il va au chômage, quoi. Hein. J'ai quand même cette lucidité-là. Hein. Tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue. Moi, je considère que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance dans la vie, quoi. Voilà, parce que ça y fait beaucoup. Hein. Alors, je sais pas si on la provoque ou pas, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance de plein de choses qui ont réussi. Et ça t'encourage à continuer quand tu réussis. Et enfin, j'ai Hugo qui me demande si tu aurais des conseils à donner à une jeune compagnie de théâtre qui se lance sur les planches parisiennes. Le conseil, je dirais, c'est déjà de bien roder sa pièce avant de commencer à jouer à Paris. Nous, on a commencé avant avec la compagnie, donc je pense que là, en ce moment, on joue notre 9e pièce. Et les premières, on les rodait à Paris. Donc on réservait une salle, au début c'était au guichet Montparnasse, après pour diverses raisons on est passé au théâtre, et on jouait pendant 10, 15, 20 fois dans ces... Or, au début, quand tu joues une pièce, il y a des tas de choses qui sont pas au point, t'es pas dans ton personnage, tu maîtrises pas 100% ton texte, etc. Donc, depuis 2 fois ou 3 fois, maintenant 2 ou 3 pièces, on joue d'abord en province, on rôde. Alors ça ne veut pas dire que le public provincial est plus à négliger, mais en tout cas, il tolère peut-être un peu plus facilement les choses qui ne sont pas rodées parfaitement. Et donc ça permet, ça, il y a autre chose aussi, c'est qu'en plus comme je suis auteur, j'ai tendance à rajouter, modifier, etc. C'est ce que je parlais avec une comédienne qui travaille avec toi et elle me disait ça justement. Que c'était compliqué de travailler avec l'auteur parce que du coup il y a toujours des petites phrases qui se rajoutent. J'ai toujours des trucs, tu vois, encore ce matin j'ai encore pensé à un truc sur le sketch du patron que je vais rajouter, 2 répliques que je vais rajouter au milieu parce que je me dis tiens c'est pas mal. Et donc voilà, mais ça on n'y peut rien, c'est comme si je relis n'importe lequel de mes livres, j'ai envie de le réécrire, de rajouter plein de trucs. Donc un conseil important, ce serait de roder la pièce, quitte à jouer devant des copains, tu vois, devant 10 personnes, peu importe. Mais en tout cas, de la jouer au moins 4-5 fois pour l'avoir déjà bien en main, bien en bouche, etc., avant d'aller la jouer à Paris. Parce que le public parisien est quand même très exigeant, très difficile et très critique. Donc, pour moi, ça me semble être la base. Après, trouver une salle sympa, pas trop chère, accueillante. Faut pas espérer avoir, pour des troupes comme nous, ce genre de théâtre ne donne pas
Enfin, une fois, ils te proposent la salle, le régisseur, ils mettent un peu l'affichage, l'information sur billets réduits, etc. Mais ils ne vont pas s'occuper de ta promo. Donc, prévoir... Tu vas pas avoir une campagne dans le métro, quoi. Voilà. C'est à toi, c'est à la compagnie de prévoir tout. Nous, quand on joue, systématiquement, tous les jours où on joue, je viens 1 heure avant et je tracte dans la rue. Et les autres comédiens qui ont envie de le faire le feront aussi. Il faut faire ta publicité. Il n'y a pas à dire. Faut enrichir ton fichier avec... moi, j'ai quelques centaines, même plus de 2-3 000 adresses mail de gens qui ont eu à un moment donné un contact et t'envoient des informations, etc., etc. Il faut faire ta com. C'est comme quand tu fais l'auto-édition de bouquins. Faut pas espérer que ça se vende tout seul. Il y a des gens qui font des bouquins, ils le mettent sur Amazon, puis après ils disent « Ah, j'en ai vendu 3 ». Oui, mais il y a 1 milliard de livres sur Amazon. Voilà, comment veux-tu que ton livre soit vu ? C'est à toi de faire des mails, de communiquer sur des groupes littéraires, etc., de faire des salons, de faire des choses pour qu'on sache que ton livre existe. Ouais. Voilà. Et la pièce, le théâtre, c'est ça. Donc voilà, bien travailler la pièce en amont et bien réfléchir à sa communication. Il ne suffit pas de faire des affiches et des flyers, il faut toucher les gens. Voilà, ce seraient les 2 principes. Il y en a sans doute des tas d'autres. Voilà, s'ils veulent un jour discuter, ils m'appellent et puis je peux voir ce qui me viendrait à l'esprit. Mais en tout cas, les 2 principaux points. Voilà. Et ça n'empêche pas que c'est difficile. Jouer à Paris, tu vois, nous, on loue une salle de 50 places et on va jouer les 12 dates. Donc potentiellement, c'est 600 spectateurs. Si au final, on a 300-350 spectateurs, on sera content. Et 80%, c'est des gens que tu connais. Faire venir des gens que tu connais pas, quand tu es une troupe amateur comme nous, etc., c'est super compliqué. C'est super dur. Okay. Parfait, merci. Merci à toi. Et enfin, pour finir, qui aimerais-tu voir derrière ce micro lors d'un prochain épisode ? Alors donc, qui je pourrais... par exemple, tu vois, comme j'ai eu la chance de rencontrer Najat Vallaud-Belkacem, qui est une personne absolument adorable, je trouve que ce sera intéressant. Elle a un parcours super intéressant. Et de par son enfance qui ne pouvait pas du tout laisser prévoir qu'elle devienne un jour ministre. Et donc je pense que ce serait une personne intéressante à écouter. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui raconte un peu son parcours et son enfance. C'est assez intéressant, donc voilà. Ok, super. Écoutez, Najat, si vous nous écoutez, je vous attends avec plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail du coup, Jackie, pour ceux qui seraient intéressés, que ce soit pour les livres que tu écris, les BD, les pièces de théâtre, alors les livres, c'est l'instant promo. Voilà, l'instant promo. Alors les livres, le mieux, c'est, je dis pas d'acheter sur Amazon, mais en tout cas pour avoir la liste et les références, etc. Ouais. Regardez sur Amazon en tapant Goupil. Voilà, les guides en BD, toutes sortes de BD que j'ai faites, les inventeurs, je ne sais plus quoi, d'autres, voilà. Donc voilà, et puis après vous les commandez à votre libraire parce que c'est bien de faire d'acheter des livres chez les libraires. Le théâtre, si vous êtes intéressé, il faut suivre ma page Facebook qui s'appelle La Compagnie du Mardi. Et en général, on annonce nos représentations. Là, on va jouer de novembre à décembre, on va jouer à Paris. Et puis, on joue dans différents endroits. Donc voilà, en prenant sur Facebook La Compagnie du Mardi, il y a toute En fait, finalement, le mieux, c'est La Compagnie du Mardi, en page Facebook sur laquelle j'explique tout ce qui se passe au niveau théâtre. Et j'ai une autre page qui s'appelle Goupil aime raconter des histoires, sur lesquelles je parle un peu de tout ce qui est autour de mes livres. Ok, voilà, très bien. Livres, voilà. Je mettrai les liens en description de l'épisode. Merci Jackie. Merci Emeline. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'anecdote du dimanche. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi ? Écris-moi. Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.